Chapitre 17. Le gambit de la dame. Même si les choses s'arrangeaient comme il le souhaitait, Fabio se sentait irascible. Certes, l'emménagement dans la Villa Lorenziana était devenu une réalité. De nombreuses petites mains y étaient déjà pour préparer la place, et les seins des aristocrates étaient sur le point de s'envoler vers sa nouvelle ruche. Mais pour le moment, leur bourdonnement incessant, leurs mouvements désordonnés et leur reine toute gonflée d'importance, qui pondait des milliers d'idées à la minute, lui portaient sur les nerfs. Ayant promis de faciliter ce départ, il était sans cesse sollicité par Gemma, qu'il n'avait jamais tant vue depuis les jours de leur enfance, et chaque heure passée en sa présence le confortait dans son choix. Il avait hâte qu'ils fussent tous partis, et que le palazzo, enfin calme, résonnât à nouveau du ressac de la mer et du ronron tranquille du commerce. Il avait besoin de calme pour entreprendre ses grands projets, de calme, de temps et d'espace. Pour l'heure, en plus des aristocrates dont la nuée tournait en rond, il souffrait de l'agitation continuelle qui régnait dans sa propre maison. Nicolina l'exaspérait par son air de victime muette, car bien qu'elle se gardât bien de l'exprimer, sa compassion pour Lucrezia était si tangible qu'elle excitait la colère de son mari presque en permanence. Puccio réclamait son attention, faisait son intéressant et se haussait du col d'une manière ridicule, le petit Dino ne tenait pas en place, et les petites mains paraissaient plus maladroites et plus sottes que jamais. À cela s'ajoutait encore que Corrado était en mission de surveillance rapprochée du gros Calbi, et Corrado lui faisait défaut, l'obligeant à accomplir lui-même une infinité de tâches dont il avait perdu l'habitude, et dont Corrado s'acquittait d'ordinaire avec tant de zèle et de discrétion que Fabio avait même fini par oublier leur existence. Lorsqu'il rentra d'une réunion particulièrement assommante avec Gemma, qu'il trouva la maisonnée en désordre, qu'il surprit Nicolina dans la chambre de Lucrezia et subit ensuite sa crise de larmes parce qu'elle s'inquiétait pour la santé de sa fille, lorsque les hurlements des petites mains se révélèrent inefficaces pour stopper la course-poursuite des deux garçons, et qu'on vint le prévenir qu'un problème urgent de trésorerie requérait toute son attention, il se rappela soudain la requête nocturne de Nicolina et la convoqua sans plus tarder dans son bureau. Son épouse, empressée, mais pâle et agitée, le fixait à présent de ses yeux anxieux. « J'ai réfléchi à ta demande, Nicolina, et je pense que tu as raison. Un voyage avec les enfants fera du bien à tout le monde et me laissera les coudées franches pour mener à bien mes projets. Je te laisse organiser les bagages, prévenir les petites mains, t'occuper de l'annonce officielle. Je me rendrai au port tout à l'heure et affréterai un bateau le plus tôt possible. » La joie qu'il lut dans les yeux de sa femme le contraria indiciblement. « Tu pourrais modérer ta joie de me quitter, il me semble. »« Tu pourrais venir avec nous, se reprit-elle, et mener tes projets à distance. »« Non, dit-il, je vous rejoindrai plus tard ou vous ferai rentrer quand cela me paraîtra nécessaire. » Il dévisagea la jeune femme, sans complaisance. La perspective du départ l'avait fait rajeunir de 10 ans. Elle ressemblait à un animal contraint, qui demeure en place parce qu'il respecte l'ordre de la main qu'il a appris à craindre, mais dont le cœur galope déjà au loin. Il se demanda si elle était aussi fausse, la nuit, quand il jouissait d'elle. « Lucrezia doit demeurer punie jusqu'au départ, dit-il durement, et je t'interdis même alors de la traiter avec plus d'égard que le strict nécessaire. Ma colère contre elle n'est pas étanchée. »« Bien sûr, Fabio, » opina-t-elle. Il la laissa partir, regrettant presque déjà son geste. Mais mettre sa femme et surtout ses fils en sécurité lui paraissait une bonne idée, car il n'oubliait pas que sa manœuvre comportait un risque. Mais il ne faisait aucunement confiance à Nicolina pour mater Lucrezia comme il fallait le faire. Cette petite femelle sauvage devait être domptée, et seul un homme pouvait en venir à bout. Il la retrouverait probablement encore plus gâtée, encore plus insolente, habituée à vivre loin de lui, hors de sa coupe. Quand il repensait à ce qu'elle avait fait, le même flot de rage et de bile lui remontait dans la gorge et lui brûlait les poings. Il ne put se rendre au port qu'au début de la soirée et s'y fit accompagner par Miniato Lego. Cette promenade dans Marsilia était pour eux deux pleine de promesses. Ils arpentaient les rues comme on fait le tour d'une propriété qu'on est sur le point d'acheter, en s'indiquant mutuellement les changements à opérer et des investissements à faire.
Quand ils arrivèrent au bord de la mer, le vent salin et le clapotis des vagues les accueillirent, et toute trace de mauvaise humeur disparut de l'esprit de Fabio. « C'est drôle, dit le signore Lego. Quand la Liberta n'est pas au port, c'est un peu comme s'il manquait un grand arbre dans mon jardin. Elle laisse un vide. »« Croyez-moi, il vaut mieux qu'elle soit loin pour le moment, dit Fabio. Pouvez-vous demander à ce capitaine quel navire serait prêt à partir pour emmener des voyageurs pendant quelques semaines ? Je ne vois pas la Médusa. Demandez aussi où elle se trouve. » Miniato Lego s'exécuta. Il se rendait bien compte que le prince le traitait comme un valet parce qu'il ne pouvait plus se reposer sur sa petite main, mais cela au fond ne le dérangeait pas. Il était trop heureux de lui être indispensable et de pouvoir échanger quelques mots avec lui, dans ce qu'il aimait à considérer comme une forme d'intimité. Il sauta à bord de quelques bateaux à quai, s'enquit des capitaines, reçut plusieurs réponses, puis rejoignit son seigneur au bout de la jetée. Fabio regardait le soleil descendre lentement vers l'horizon, avec un sourire indéchiffrable sur les lèvres. « Altezza, dit-il, la Médusa est partie il y a 2 jours avec une douzaine de passagers à destination de Sapienza. La date du retour n'est pas prévue. Sinon, vous avez la Gabbiana, l'Onda et la Marea qui seraient disponibles. La Marea dès demain, mais elle n'a que 2 cabines. La Gabbiana en a 6. Sans indiscrétion, qui voulez-vous faire voyager ? Ma famille, signore Lego. Ma femme ne se sent pas bien et souhaite s'éloigner quelque temps, et je vous avoue qu'elle me tape sur les nerfs. » Le visage de Miniato Lego passa d'une expression à une autre, comme un précipité chimique faisant virer une solution. Le sourire confiant devint soudainement contraint, inquiet et déçu. « Faut-il faire partir nos familles, monsignore ?» demanda-t-il à voix presque basse. « Je n'avais pas compris que le danger était tel pour ceux qui restaient au palazzo. » Fabio prit la mesure instantanément des conséquences de ces paroles qu'il ne pouvait plus retirer. « Je n'ai pas dit qu'elle partait à cause du danger, signore Lego. J'ai dit qu'elle ne se sentait pas bien. Vous savez bien que je reste moi-même au palazzo. » Miniato Lego hésita un instant, puis s'enhardit suffisamment pour dire « L'artocrate Tuccio Fiesi a bien du mal à tenir sa langue, monsignore. Il murmure partout que les artocrates ne reviendront pas du volcan et que vous avez réussi à vous débarrasser de votre sœur. Je l'ai entendu de la bouche d'un marchand. Envoyer toute votre famille loin de Marsiglia va aggraver cette rumeur. » Fabio sentit la colère frémir à nouveau dans sa poitrine. « La Marea, dites-vous, peut partir demain ? » ?»« Oui, monsignore, mais elle n'a que 2 cabines. »« Cela suffira, signore Lego. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de changé. Nous commencerons la réorganisation du palazzo dans moins d'1 semaine. Et quant à cette rumeur, j'en fais mon affaire. » Lucrezia n'arrivait pas à y croire. C'était comme si sa chambre, si obscure et confinée, s'était soudain ouverte au vent du large. Elle venait d'y passer des jours de calvaire solitaire, dans une pénombre caverneuse, des jours pendant lesquels sa colère, comme une lave immobilisée, s'était durcie. Envers son père, il lui semblait qu'il ne s'agissait même plus de colère. Les coups, s'ils n'avaient pas été donnés si froidement, avec cette insensibilité totale à sa souffrance, eussent peut-être suscité sa colère, mais là, elle ne ressentait plus rien qu'une peur animale, le genre de peur qui vous fait fuir, qui vous fait désirer être loin. Elle n'avait pas envie que son père s'excusât, ni que leurs relations s'arrangeassent, ni de lui prouver quoi que ce fût. Elle ne désirait plus qu'une seule chose le concernant, être délivrée de lui. Et dans le sillage de cette peur et de cette soif de délivrance, il y avait le désir profond, inavouable, monstrueux, qu'il mourût. Elle rêvait à la mort de son père comme un événement improbable et merveilleux qui changerait le cours de sa vie, et lorsque sa mère était venue la trouver en lui murmurant à l'oreille « Ton père accepte que nous partions, prépare tes affaires, le bateau met à l'ancre demain », son cœur s'était mis à battre la chamade comme à l'approche d'un grand bonheur. Elle allait partir, vraiment, loin de ce volcan effrayant dont le dessin maladroit la fascinait sur son mur, et loin de son tyran. Un poids mortel s'était envolé de ses épaules, et elle se découvrait intacte, avec le même appétit de vivre et la même capacité de joie qu'auparavant. Il suffisait de cette promesse de départ, et l'horizon lavé l'inondait de lumière. Tout en préparant ses affaires,
Elle songea que la personne contre laquelle elle était le plus en colère présentement était Gemma. Elle n'avait pas envie que Gemma mourût, et elle eût donné cher pour réussir à la convaincre encore maintenant. Mais son refus de voir la vérité l'emplissait d'une frustration presque insupportable. Elle ne cessait de revivre la scène funeste de l'autre soir. Funeste pour elle d'abord, car cette entrevue inutile lui avait coûté bien des larmes et bien des cicatrices, et surtout funeste pour tous ces stupides aristocrates. Tous, ils l'emplissaient de colère. Leur fête, leur rire, leur insouciance la faisaient bouillir. Elle avait l'impression que c'étaient eux les enfants, et elle, la seule personne censée du palazzo. Censée et enfermée. Mais cette injustice allait prendre fin. Elle serait libre, elle serait sauvée, tandis que les aristocrates iraient danser au bord du précipice, au rythme de leur folie. Quand Nicolina revint, elles échangèrent d'abord un sourire, puis elles s'embrassèrent avec effusion, en riant à travers leurs larmes. Nicolina l'aida à choisir ses vêtements pour le voyage et à serrer ses affaires les plus précieuses dans une malle. Lucrezia dut essayer des vêtements pour voir s'ils n'étaient pas trop petits, et dans le désordre des étoffes, des jouets et des bijoux rassemblés à la hâte, elle vécut un moment de bonheur pur. Nicolina, quant à elle, tâchait de suspendre sa joie, de la remettre au lendemain, au moment où le bateau partirait. Cette joie n'était pas aussi pure et sans mélange que celle de sa fille. Il lui en coûtait de quitter Fabio pour une période indéfinie, et elle craignait pour la vie de son mari. Il lui semblait que si le danger eût été nul, Fabio n'eût jamais consenti à ce départ, qui marquait pour leur famille, et peut-être pour Marsilia, un tournant majeur et sans retour, la fin d'une période où elle avait été, rétrospectivement, heureuse. Mais la joie de Lucrezia était contagieuse. Elle avait trop souffert de la voir souffrir pour ne pas s'émouvoir à présent de ce sourire qui refleurissait sur les lèvres encore tuméfiées de la fillette. Et puis, c'était une excellente chose que Puccio quittât un moment l'exemple quotidien de son père. Elle se promettait de le ramener à de meilleurs sentiments envers les femmes, et son petit Dino, de toute façon, serait heureux partout où elle se trouvait elle-même. Tout à coup, cependant, le visage de Lucrezia redevint grave. « Maman, pourquoi ma tante Gemma a-t-elle refusé de me croire? Est-ce parce que je suis une enfant? » Cela a dû jouer, bien sûr, mais il n'y a pas que cela. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi des gens intelligents refusent-ils de comprendre ce qu'on leur dit? Nicolina réfléchit un instant. Peut-être que ta tante Gemma, au fond d'elle, a envie de mourir. Nicolina fixa un instant les yeux de sa fille, grands ouverts sur ce mystère. Elle remarqua que de petits points noirs avaient éclos un peu partout dans ses iris, ce qui donnait l'impression qu'ils étaient troués et laissaient échapper un peu de leurs ténèbres intérieures. Peut-être que c'est à cause de grand-père, si Gemma a envie de mourir. N'était-ce pas le meilleur moyen de prouver sa bonne foi aux yeux de tous les Marsiliens et de redonner courage à tout le monde? Et puis, que pesait une victime de plus dans l'hécatombe? Ce qui était confortable à cette échelle, c'était que les questions morales de ce genre n'avaient presque plus de sens. D'abord, était-il responsable de la catastrophe? Il ne faisait après tout que disposer ses pièces sur un échiquier, et s'il se permettait d'avancer ce petit pion, il ne pouvait être sûr de ce qui lui arriverait. Il exposait ce pion, il ne le condamnait pas. Tout pouvait arriver dans un sens comme dans l'autre, et ne risquait-il pas d'ailleurs sa propre vie dans cette immense gageure? Il lui semblait que tout était déjà réglé d'avance, comme lorsqu'on paye pour un forfait et que l'addition ne se perd pas dans les détails. Un forfait. Le mot paraissait ironique et pour ainsi dire mal choisi. C'était plutôt le vent de l'histoire qui soufflait sur Marsilia, et ce vent ferait des dégâts, mais était-il coupable d'en avoir conscience avant les autres, d'avoir la lucidité que les autres ne voulaient pas avoir, et d'être assez habile pour se positionner de façon à avoir le vent dans le dos? Il y aurait des morts, bien sûr, un peu plus, un peu moins. Mais cela était nécessaire à la métamorphose. Il fallait considérer cela comme une mue. Les hommes forts ne s'arrêtaient pas à cela. Tandis que ses pensées roulaient dans la tête de Fabio, ses yeux suivaient les membres de sa famille qui l'accompagnaient au port avec une fausse bienveillance. Nicolina lui souriait régulièrement, de son air timide, et il pouvait presque sentir, comme un parfum, l'émanation de ses sentiments entrechoqués. Les femmes étaient décidément des réceptacles d'émotions inutiles.
Leur conscience était toujours encombrée de culpabilité, d'inquiétude, de désirs muets, de rancune sourde. Il n'avait aucune envie de mettre son nez là-dedans. Les femmes étaient aimables en surface, de l'extérieur, et encore uniquement quand elles se contenaient suffisamment. Il répondait pour l'heure au sourire timide de Nicolina par un sourire protecteur. Il savait que ce visage frémissant allait chavirer tout à l'heure, que les jolis traits de son épouse seraient déformés par l'horreur. Mais il savait également qu'avant de disparaître à l'horizon, il serait rentré bien sagement dans le masque de la résignation et de la soumission, le seul, éternel, véritable visage de la femme. Les considérations familiales, si vives qu'elles dussent être en ce matin de départ et de punition, ne parvenaient pas à occulter le vif plaisir que le prince prenait à cette promenade en ville. Sa famille, tout d'abord, lui faisait honneur, et les Marsiliens regardaient passer les Albarreño avec respect. Et puis, à cette heure matinale, cette heure inconnue des aristocrates, où l'on se rassoit au métier pour tisser une nouvelle journée, les rues sentaient le propre et le frais, resplendissaient de l'eau jetée à plein seau pour vider les caniveaux. Le vent pur du matin soufflait de la mer, on entendait les 1000 petits bruits de l'activité économique qui s'éveillait. Les gens que l'on croisait à cette heure étaient industrieux, corrects, pleins d'allant. Il n'y avait pas d'ivrognes, pas de débauchés, pas d'érotistes. C'était l'heure des maraîchers, des livreurs, des commerçants, des boulangers et des pêcheurs, l'heure des gens qui se levaient tôt pour gagner leur vie. C'était à cette heure que Fabio aimait Marsilia, et c'était là le peuple qu'il voulait gouverner. À quelques rues du port, sur la place des 100 couturiers, leur attention fut attirée par un rassemblement inhabituel. Des Marsiliens de tous âges et de toutes conditions avaient laissé leurs activités coutumières pour écouter la lecture de quelque chose. Fabio n'avait pourtant pas l'impression qu'il s'agissait d'un spectacle. Des rumeurs, des exclamations, des applaudissements aussi ponctuaient la lecture, et cette petite foule, d'une 50aine de personnes, était si absorbée que personne ne remarqua le noble cortège des Albarreño qui honorait pourtant la ville de leur passage. Fabio en fut très agacé, et comme Nicolina et Puccio faisaient des commentaires et des questions sur cette réunion, il leur intima sèchement l'ordre de se taire. Lucrezia, quant à elle, n'avait pas même tourné la tête. Elle était plus silencieuse et plus transparente qu'un spectre, et il n'avait pas rencontré une seule fois son regard. Les marques de ses coups se voyaient encore, et il lui avait demandé de marcher la tête basse, ce qu'elle s'appliquait à faire avec une obéissance exagérée. Ils finirent de traverser la place des 100 couturiers et se retrouvèrent dans le quartier du port, où il faisait plus frais, et où le silence était tout imprégné par le ressac et les craquements des bateaux amarrés. Des enfants proposaient déjà des fruits de mer à la criée. La Marea les attendait, ponctuels, mais l'amabilité du capitaine et le respect surjoué de l'équipage ne rendirent pas le navire plus imposant ou plus élégant. C'était un vieux brigantin qui avait dû essuyer plus de tempêtes que de raisons, et dont le confort paraissait pour le moins sommaire. Nicolina ne put cacher sa surprise, mais se reprit rapidement pour exhorter joyeusement ses enfants à monter à bord. Puccio, l'air dégoûté, regarda son père comme pour recevoir la confirmation que tel était bien le programme auquel il était contraint. Dino s'élança sur la passerelle en même temps que les matelots y chargeaient les malles, et les petites mains durent courir à sa suite. Les 2 garçons et les 2 petites mains étaient déjà montés, et Nicolina, tenant la main de Lucrezia, s'apprêtait à prendre congé de son mari. Elle nourrissait l'espoir de réconcilier le père et la fille, au moment ultime. Fabio baisa le front de sa femme, avant de lui dire d'un ton sans réplique. « Va, Nicolina, je souhaite m'entretenir quelques instants avec Lucrezia. » Nicolina hésita, et le spectacle de son inquiétude exaspéra Fabio. « Je t'ai dit de monter à bord. » Lucrezia n'avait pas bougé, ni soufflé mot, mais elle s'accrochait désespérément à la main de sa mère. Cet ordre inattendu avait provoqué en elle une sensation de chute, comme quand, au moment de plonger dans le monde des rêves, notre corps perd l'équilibre. Elle savait déjà que le réveil allait être brutal et glacé. Consciente de désobéir à son père, elle leva la tête pour regarder sa mère. Elle voulait être sûre que sa mère n'avait pas été complice de cette atroce comédie. Ce qu'elle vit la rassura. Nicolina était défaite, blême, le souffle presque coupé. « Monte !» répéta Fabio en élevant la voix. Comme si elle s'éveillait d'une rêverie, Nicolina hocha la tête en signe d'assentiment. « À tout de suite !» dit-elle à sa fille. « À tout de suite !»
murmura Lucrezia. Fabio se saisit rudement du poignet de sa fille pour prévenir toute tentative de fuite. Ils regardèrent Nicolina embarquer, puis Fabio fit un signe de tête au capitaine. Il y eut un moment très désagréable, pendant lequel un mousse demanda à Nicolina quelle était la malle de sa fille afin de la débarquer, et Nicolina ne comprenait pas ce qui se passait, ni ce qu'on lui demandait, et ce fut finalement une petite main qui répondit à la question pour mettre fin au supplice général. Alors les matelots débarquèrent la malle, retirèrent prestement la passerelle, avant de s'installer aux rames pour la sortie du port. Nicolina se jeta contre le bastingage et cria une seule fois le nom de Lucrezia. Tout son corps s'arc-boutait contre le départ et se tendait vers le quai, à tel point que le capitaine crut qu'elle allait se jeter à la mer. Il vint la dégager doucement, et elle s'effondra en larmes dans ses bras. Lucrezia se mordait les lèvres et tirait de toutes ses forces pour dégager son poignet. Elle savait qu'elle ne parviendrait pas à fuir, mais c'était sa façon, muette et immobile, d'exprimer à son père toute la haine qu'elle ressentait pour lui. Il la tenait sans effort, et ses doigts puissants paraissaient capables de lui briser les os. La douleur était méritée cependant. Comment avait-elle pu être si naïve ? Comment avait-elle pu croire un seul instant qu'il la laisserait partir ? Elle se jura, à l'instant où Nicolina disparut de sa vue, de ne plus jamais adresser la parole à son père et de mourir plutôt que d'y être contrainte. Aussi, lorsque, après avoir donné des ordres pour envoyer la malle à la Villa Lorenziana, il entraîna sa fille à un rythme soutenu vers le quai des Siciliens, elle ne se plaignit pas et ne posa aucune question. Ses larmes même avaient séché dans ses yeux brûlants. Quand soudain son père s'immobilisa, elle faillit tomber et leva la tête. Devant elle se trouvait un carrosse à 4 places, dans lequel se trouvaient déjà le consigliere, la dottoressa et Corrado. Lucrezia cacha sa surprise et s'installa à la seule place libre, à côté du sbire de son père, qui avait visiblement reçu l'ordre de la surveiller. « Ma tante, consigliere, je vous confie la prunelle de mes yeux, ma propre fille, afin qu'elle puisse profiter pleinement à la Villa Lorenziana de l'enseignement artistique qu'elle a toujours réclamé. Son goût pour les aristocrates, qui la pousse parfois à les retrouver nuitamment, devrait être comblé, ne pensez-vous pas ? » « Où sont sa mère et ses frères ?» demanda Rigarda d'une voix brève. « Ils sont à bord de la Marea, qui vient d'appareiller. » Lucrezia ne put retenir un hoquet de rage. Elle était coincée dans cette charrette qui les conduisait tous à l'échafaud, mais elle sortit la tête pour planter les yeux dans ceux de son père. Elle ne lui parlerait pas, non, mais ses grands yeux presque entièrement noirs lui sortaient de la tête et dardaient vers lui une haine si féroce que les passants la dévisagèrent. « Fais honneur à ton rang et tiens-toi comme une princesse de sang », la réprimanda son père avec un sourire narquois. Les yeux de la fillette étincelaient, de rage impuissante et de larmes, dans son visage où les coups de son père étaient toujours cuisants. « En route !» cria Fabio. « Corrado, je t'attends au palazzo dès que ma fille, ma tante et mon cher conseiller seront bien installés. » Le cocher, sans attendre, fouetta ses chevaux, et le carrosse s'ébranla dans un grincement désagréable. Dès que Fabio fut hors de vue, Lucrezia se mit à sangloter frénétiquement. Rigarda voulut changer de place pour s'asseoir auprès d'elle, mais Corrado tenta de s'y opposer. « Votre maître a beau être de mon sang, c'est une brute qui ne mérite pas la corde pour le pendre, et si cela ne tenait qu'à moi, je commencerais par le châtrer pour lui apprendre les bonnes manières. » Corrado ne savait que répondre à ces phrases prononcées d'un ton très calme par une vieille dame de haute noblesse. « Cela fait de vous, jeune homme, le laquais d'un rustre, et ne comptez pas que je vous obéisse en quoi que ce soit. Vous avez entendu votre crapule de maître. C'est à nous, et non pas à un laquais, qu'il a confié sa fille. » Lazzaro, du fond de son désespoir, de son anxiété et de la faim qui lui dévorait les entrailles, ne put s'empêcher de sourire du coin de l'œil. « Allons, jeune crétin, laissez-moi la place à côté de la petite. Je ne supporte pas de ne pas être dans le sens de la marche. » Corrado finit par s'exécuter, et Lazzaro, qui occupait déjà les 2/3 de la banquette, s'étala encore un peu plus pour lui laisser le moins d'espace possible. Alors la grand-tante et la petite-nièce, serrées l'une contre l'autre, se murmurèrent interminablement des paroles de haine que les autres firent semblant de ne pas entendre. Quand l'enfant eut craché toutes les vipères qui envenimaient son cœur, et quand Rigarda eut épuisé toutes les épithètes dégradantes qu'elle put trouver pour qualifier son neveu,
La petite fille poussa un profond soupir et s'endormit. Sa jeune tête reposait sur la poitrine de la vieille dame, et Lazzaro l'observa avec pitié. Lucrezia, l'intranquille, qui avait eu le cran d'aller parler à Gemma, s'apprêtait à payer ce courage de sa vie. Pour l'heure, ses longs cils noirs séchaient aux rayons du soleil, et sa joue, balafrée d'une traînée blanchâtre, retrouvait la rose de ses 12 ans. Lazzaro croisa le regard de Rigarda, et il se sentit heureux malgré tout de partager son destin avec cette dame intraitable, capable de remplacer pour lui, en cette extrémité, la mère et la reine qu'il avait tant aimée.